Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien. Mon invitée d'aujourd'hui, je suis très content qu'elle ait accepté de participer. Je l'ai rencontrée, je crois, si ma mémoire est bonne, lors d'un club de lecture qui avait été organisé au RAM. Alors, on se rencontrait de façon très régulière pour parler lecture. C'était fort agréable. On a eu l'occasion à quelques reprises de se voir par la suite et de se jaser, mais peut-être pas assez souvent. En tout cas, il y a toujours moyen de faire plus. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Suzanne Lalumière. Tout d'abord, bonjour Suzanne. Bonjour Martin. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir nous partager ton vécu aujourd'hui. Grâce à ta persévérance. J'ai persévéré dans quelques situations, ça a valu la peine. Donc, je pense que ça en est une autre aujourd'hui. Suzanne, avant de commencer, tu me disais que toi, t'as pas perdu la vue, t'es pas née avec un problème de vision, t'as perdu la vue quand même un peu plus tard. Je vais me réajuster immédiatement. Je suis née avec le problème, la rétinite pigmentaire. Okay. Cependant, ça ne s'est pas développé dans mon plus jeune âge. OK. Mais j'ai commencé à avoir des pertes de vision dès le primaire. Puis je me demandais toujours pourquoi, quand je joue au ballon, je rate le ballon. Alors, ça a commencé comme ça, mais j'ai compris seulement beaucoup plus tard qu'est-ce qui se passait. Parce que j'avais pas des gros symptômes. OK. Donc, c'était minime, mais assez pour que tu t'en aperçoives dans des situations comme dans les sports, dans des choses comme Exactement, ça. c'est ça. Puis l'événement majeur qui a révélé le tout, c'est que j'ai eu un accident de voiture vers l'âge de 26 ans, oui, et j'ai dû repasser des examens visuels, et là, j'ai appris que j'avais la rétinite pigmentaire. Cependant, la rétinite pigmentaire n'était pas en cause dans l'accident. J'ai évité un face-à-face et c'est pas moi qui avais tort. OK. Mais tu conduisais, donc, autrement dit. Oui. Okay. J'ai conduit dès l'âge de 18 ans. J'ai conduit jusqu'à l'âge de 26 ans parce que quand on m'a annoncé que j'avais la rétinite pigmentaire, on m'a fortement conseillé d'arrêter de conduire. J'aurais pu tricher. Mais, hey, faisons juste un petit retour de rien du tout. Ta naissance, à quel endroit tu es née, toi, Suzanne? Je suis née à Montréal, Okay. dans Rosemont. OK. Et j'ai passé tous mes étés à Contrecœur. Mes parents avaient un chalet sur le bord du fleuve. Est-ce que vous étiez une grosse famille? Nous sommes 5 enfants. OK. Et je te dirais, pour la rétinite pigmentaire, on est 17-18 personnes atteintes de la maladie dans la grande famille, frères et sœurs de mon père. OK. Donc, c'était pas un événement isolé Non, ou pas du quelque chose d'inconnu, là. Non, mon père avait la rétinite et mon père, à 55 ans, était non-voyant. OK, d'accord. Donc ça, quand toi, tu étais jeune, ton père qui avait des problèmes de vision, ça faisait quand même partie de votre quotidien? Oui, tout à fait. Mon père n'a jamais conduit de voiture. OK. Là où il se laissait un peu plus aller, c'est quand il conduisait son yacht sur le fleuve. Là, il se sentait beaucoup plus libre. Ah oui? Mais sinon, il pouvait pas conduire de voiture. Il pouvait la déplacer, mais il n'y avait pas de permis. OK, mais il pouvait conduire le bateau. Bien sûr. C'est quand même... Oui, j'avoue que ça peut représenter un moment de liberté. Un moment de liberté incroyable. Oui, OK. Ouais. Et là, bon, quand tu as commencé à t'apercevoir un peu de ce que ça t'apportait comme désagrément, bon, je sais que des fois, les enfants, ils sont pas toujours gentils entre eux autres. Est-ce que tu as été un peu victime
Non, parce que j'en souffrais très légèrement, alors quand j'étais jeune. Moi, là où j'ai commencé à vivre vraiment un début de malvoyance, c'est à l'âge de 40 ans, c'est pas avant. Alors, j'avais des petites contraintes, mais je voyais assez bien le soir, je voyais assez bien en tout temps, sauf que mon champ visuel, lui, était restreint, mais ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Alors, je pouvais pas mesurer à quel point je ne voyais pas. C'est plus tard, quand j'ai commencé, d'abord, j'ai habité dans les cantons de l'Est pendant 15 ans, puis quand je suis revenue à Montréal, là, j'ai passé des tests. Et là, j'ai réalisé que, bon, je voyais plus le nom des rues. Au travail, j'avais moins de facilité. J'ai fait de la comptabilité. Ben, cahier de 18 colonnes, la 18e colonne, c'était compliqué un peu, beaucoup. Oh là là. Alors, là, j'ai commencé à faire affaire avec l'INLB. À ce moment-là, j'avais 42 ans. OK. Et là, ça a été comment? Est-ce que ça a été l'emploi? Tu faisais un emploi qui avait beaucoup de chiffres? Oui, j'étais adjointe administrative et je faisais la comptabilité pour le musée du Château Ramsay. Et je faisais autre chose aussi. J'avais à peu près 3 chapeaux. Et dans la comptabilité, bien, ce qui est arrivé, c'est que éventuellement, j'ai d'abord quand j'ai commencé, c'était tout manuel, puis j'avais des connaissances. Les gens m'ont dit non, on va aller chercher un logiciel qui peut le faire automatiquement. Alors, d'une part, j'ai eu le logiciel. D'autre part, j'ai eu l'aide de l'INLB pour utiliser Zoom en premier, Zoom Text. Ensuite de ça, pour avoir Jazz, parce que Jazz, c'est le meilleur pour lire tout ce qui est colonne. Quoique, à l'époque, c'était pas tant développé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire, mais à l'époque, là, c'était pas très facile. J'ai même eu l'équipe technique qui sont venus modifier l'éclairage dans mon bureau, voir comment on pouvait améliorer mon milieu de travail. Puis le milieu de travail où j'étais était très, très ouvert. Ben, fort heureusement, d'ailleurs. Hein, oui. Parce que oui. c'est comme tu disais, bon, Jazz, les premières versions de Jazz, c'était quand même plus fastidieux qu'aujourd'hui, les utiliser. Oui, tout à fait. Et puis, c'était encore plus... c'était des plus gros défis encore. Oui, à cette époque-là, oui. Aujourd'hui, je suis trésorière au RAM, puis c'est tellement facile de faire le contrôle des grands tableaux, là, j'ai plus aucun problème. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Mais pour... là, à un moment donné, la voiture, on en fait le deuil. Un gros deuil. Un gros deuil. Oui. Un des plus gros, tu dirais, dans le domaine du... Oui, c'est assez important parce que c'est l'autonomie. Oui, c'est très important. Et j'adorais conduire. Et j'adorais me promener. J'allais partout. Notre première voiture, j'ai fait 18 000 pas kilomètres, c'était 18 000 milles à l'époque, en 6 mois. Je me promenais. Oh là là, OK. Oui, je me promenais beaucoup. J'adorais ça. Mais bon, ça n'a pas duré, hein, ça a duré quelques années. Ah ouais, en effet. Et ben aussi, j'étais dans un milieu, dans les cantons d'Est où il n'y avait pas de transport, alors c'est devenu très difficile. Mais bon, heureusement, la vie a fait que je suis revenue à Montréal, puis là, ça a été plus simple. J'ai pu travailler, j'ai pu me transporter en transport en commun, j'ai pu voyager par moi-même, j'ai pu faire des choses. Et la décision de venir à Montréal, est-ce que c'était pas mal lié à ça, pour être plus autonome? Non, c'était pas lié à ça. C'était un changement d'emploi, tout simplement. OK. Et là, vers quoi que tu t'es enligné comme emploi? Est-ce que c'est... C'était au musée. J'ai fait un petit intermédiaire dans un atelier de céramique pendant 2 ans, mais par la suite, j'ai fait 20 ans au musée du Château Ramsay. OK, d'accord. Ça me rappelle des souvenirs. On avait été visiter le Château Ramsay quand j'allais à l'école. Oui. Oui, on avait pris le bateau, puis on avait été... Quand on mentionne le Château Ramsay, tout le monde a fait une visite. A fait les cuisines du Château Ramsay, puis a vu le castor du Château Ramsay, puis ainsi de suite. Ben oui, ça nous rajeunit pas, mais ça nous ramène dans les souvenirs. Ça existe encore. Ça existe encore en plus. Il faudrait retourner voir qu'est-ce qu'on s'en souvient, qu'est-ce qu'on s'en souvenait. Donc, ensuite de ça,
On parlait de la voiture. Toi, est-ce que tu étais quelqu'un qui se débrouillait beaucoup, je sais pas, dans la maison, dans la cuisine? Ben, et j'essaie encore de me débrouiller. Effectivement, la cuisine, c'était une partie importante de ma vie. D'abord, j'ai eu 2 enfants, puis nourrir de la petite famille, ça prenait une certaine place. Et j'ai toujours aimé essayer des choses nouvelles. J'avais des livres de cuisine. Je faisais de la cuisine allemande, je faisais de la cuisine italienne. Ah oui, de différents pays? Ben oui, j'avais un petit livre. Là. Ça me permettait d'explorer un peu. Puis oui, ça me nuisait pas au départ. Aujourd'hui, j'ai plus de difficultés. OK. Puis pourquoi? Parce que ma vision a beaucoup OK, baissé. à cause de la... Oui, à 40 ans, j'avais 18 degrés de vision. Là, j'en ai point quelque chose. Oh là là, OK, oui. Ouais, il y a 18 degrés en moins, là. Quand on met un chiffre sur la chose, hein, on essaie de, sans vouloir faire de jeu de mots plates, de visualiser le... Oui. C'est ça. C'est très clair. Et ça, oui, la cuisine, ça a été plus compliqué, Ben, ça le devient. C'est plus compliqué. Alors, j'ai simplifié ma cuisine. Je fais plus tellement de recherches. Puis, habituellement, je vais choisir des recettes avec beaucoup moins d'ingrédients parce que quand il y a beaucoup d'ingrédients, c'est énormément de manipulation, évidemment. Donc, faut trouver les ingrédients. Faut les mettre à un endroit accessible et puis faut pas se mêler, ainsi de suite. Alors, c'est plus compliqué un peu. Donc, c'est plus de manipulation, plus de... Forcément, peut-être... D'attention. Trouver des recettes plus simples, plus pratico-pratiques, là, comme on pourrait dire. Oui. Puis les enfants, eux, quand ils sont arrivés, est-ce que c'était avant ou après l'accident que tu avais eu? Ils sont arrivés après. OK. C'est un choix que j'ai fait d'avoir des enfants. Je me disais, à cette époque-là, j'avais pas de problème visuel à mes yeux, à moi. Ouais. Et puis, je me disais, ça va être correct. Alors, mais j'ai un garçon qui a la rétinite pigmentaire très fort. Et ma fille la porte. Mais dans la famille, j'ai dit qu'on était 17, mais les filles l'ont beaucoup moins fort que les garçons. Okay. Je suis une exception. Moi, je l'ai très fort. Okay. Plusieurs conduisent leur voiture encore aujourd'hui, manifestent un peu de perte le soir, puis mais ont la possibilité d'avoir des enfants qui ont la maladie cependant, là, parce que c'est quand même une maladie héréditaire. Là. Donc, c'est plus fort en général chez les garçons. Oui. OK. Oui. Mon père voyait très, très peu, puis mon garçon a beaucoup perdu de vision. Il voit encore assez bien, là, parce qu'il a 40 ans, mais à 50, 60 ans, on verra. Ça peut baisser, faut s'attendre à ça. Oui. Mais là, tu disais, j'ai fait le choix quand même d'avoir les enfants parce que, est-ce qu'il y en a qui le déconseillaient? Est-ce que... je me suis fait reprocher par la suite. Ah oui? Okay. Par un ophtalmologiste qui m'a dit, mon Dieu, vous étiez inconsciente. C'est le seul qui m'a fait des reproches. Ah oui, l'ophtalmologiste en plus? Oui. Il était pas content que j'ai eu des enfants parce qu'il dit, mon Dieu, vous allez avoir des enfants avec des problèmes. Alors, mais je dirais que finalement, j'ai des bons enfants, puis je veux dire, il y a toujours un bon côté à tout. Oui, puis c'est pas toujours, tu sais, bon, lui, il a dit, vous allez avoir des enfants avec des problèmes, mais à la base, il aurait pu s'inquiéter de toi. De tout. Puis, je veux dire, la vie nous réserve toujours des surprises. Il y a des gens qui sont bien portants, qui le sont moins tout d'un coup, suite à un accident, suite à un événement. Je veux dire, la vie, c'est pas permanent, c'est impermanent. C'est une chose qui nous appartient pas. Elle nous est prêtée et les conditions dans lesquelles c'est prêté, c'est pas toujours les mêmes. Ça change, ça varie. Effectivement. Donc là, le niveau travail, ça s'est quand même bien passé pour toi. T'as eu des employeurs qui étaient quand même ouverts. Oui. J'ai fait des concessions. Okay. J'ai fait des concessions au niveau du travail. Je me sentais pas... j'aurais peut-être aimé faire autre chose, puis à cause de ma vision, je me suis contentée de ce que j'avais là. Et aussi parce que j'étais dans une condition, j'étais monoparentale.
à cette époque-là. Donc, l'obligation de travailler, de m'occuper des enfants a fait que j'ai persévéré dans un emploi qui n'était pas totalement insatisfaisant. Le milieu muséal, c'est quand même très agréable. Bon, mais le fait que je vois pas m'a pas donné d'élan, des ailes pour changer facilement. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que ça peut être aussi un peu normal parce que, bon, les non-voyants, c'est pas nécessairement la clientèle qui a le plus d'emplois. Je pense qu'il y a plus que la moitié qui en ont pas. Donc, d'en avoir un... Exact. C'est sûr que ça peut avoir un côté réconfortant, puis un côté sur lequel on peut se dire, bon, on est quand même chanceux exact. De travailler. Effectivement, je veux dire, j'ai connu de très bons moments, puis effectivement, je me considérais, je me considérais pas chanceuse, je savais, on n'est pas conscient, on vit pas dans les statistiques, on vit dans la réalité, on n'est pas toujours conscient que la moitié des gens aveugles n'ont pas d'emploi non plus, mais là, je le suis bien plus parce que je travaille au RAM, puis je vois plein de gens, mais à cette époque-là, j'étais mais je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait, puis je regrette pas. J'ai trouvé ça difficile. Si on parle de difficulté, oui. Mais je ne regrette rien. Je suis là où je suis aujourd'hui, tout simplement. Ben, c'est une belle philosophie, parce que moi, je connais des gens qui ont tout, ils ont leurs yeux, ils ont tout, puis ils trouvent ça difficile aussi. Puis, bon. Des insatisfaits, il y en a partout. C'est ça, pour toutes les raisons, là, à tous les niveaux. Mais vois-tu, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui m'intéressait à l'époque que je pouvais pas faire, aujourd'hui, je le fais. Je fais de la peinture. Oui, puis là, ça, c'est en lien aussi avec l'art un peu, avec les musées puis tout ça. Oui, oui, alors... Est-ce que ça a commencé bien jeune, ça, l'intérêt de l'art? Très jeune, j'étais adolescente les premières fois, je m'y suis intéressée, puis par la suite, je demeurais à Granby. Je voyageais Granby, Montréal, puis je venais suivre des cours à Montréal. J'ai suivi des cours à Sadie-Bronfman, j'en ai suivi à l'Université de Montréal, j'ai fait un certificat en art plastique. Je me suis déplacée pas mal parce que j'en ai pris de l'autobus. Et puis, par la suite, là, le travail a fait que j'ai eu un peu moins de temps là, pour m'y consacrer. Mais même à ça, avant de quitter Granby, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les Peintres Associés de Granby. Puis on avait des petites expositions, puis j'ai même donné un cours d'art à un moment donné aux activités communautaires. Et puis, bon, après, je suis revenue à Montréal, j'ai fait 20 ans de travail, puis j'ai pas suivi de cours, puis j'en ressens plus le besoin comme tel. Là, j'ai vraiment une thématique actuellement, puis je peins pour mon plaisir, puis ça fait 3 expositions que je fais, là. Hey, 3 expositions quand même, mais comment qu'on peut... je sais pas comment formuler ma question. Comment qu'on peut... se dire qu'on peut peindre en voyant pas bien. Ouais. Avec une vision qui diminue. Ouais, là, c'est drôle parce que j'ai oublié le nom de la personne qui disait A Brush in the Darkness. Frida, j'ai oublié son nom de famille, malheureusement. J'ai lu ce bouquin-là. C'est une femme qui a 55 ans, c'est en anglais, c'est une Américaine, qui a perdu la vision tout d'un coup à 55 ans. Elle est devenue semi-voyante. Et même que c'était dramatique, elle était sur l'autoroute, puis elle était obligée de garer sa voiture. Elle ne voyait plus tout d'un coup. En pleine autoroute. En pleine autoroute. Puis, ça faisait 2 ans qu'elle était à la maison, elle était complètement déprimée. Son mari, il dit, qu'est-ce que je fais avec elle? Un jour, il rentrait à la maison, il lui avait acheté une boîte de couleurs, des pinceaux, du papier. Elle le regardait, elle voulait le tuer. Elle dit, tu veux rire de moi? Je vois plus, puis tu m'apportes des couleurs. Hein? Eh ben, cette femme-là est exposée aujourd'hui dans tous les grands musées des États-Unis. Elle a travaillé, sans cesse, découvrir chaque couleur, sentir les couleurs pour être capable de les reconnaître. Ensuite, sentir les formes à travers sa main. Ensuite, elle s'est fait des repères sur la toile. Je lisais ça, puis je me disais, bon, mais
si elle est arrivée à le faire, pourquoi moi je le ferais pas? Alors, j'avais le goût de travailler, mais je savais que les couleurs, je les voyais plus beaucoup. Je vois encore certaines couleurs, mais très, très, très peu. Donc, je ne pouvais pas travailler avec les couleurs. Mais on m'a fait connaître le Smart View, cet agrandisseur extraordinaire. Oui. Avec télévisionneuse. Là. Puis, là, j'ai dit, je vais travailler en noir et blanc. Puis, je vais faire de la calligraphie. Puis, j'ai lu un autre livre aussi qui m'a beaucoup marqué sur la calligraphie. Et je me suis dit, je suis capable de faire ça. On verra. Donc, avec un bon éclairage, un pinceau, j'ai commencé au pinceau, à l'encre de Chine, sur papier, donc le haut contraste, noir et blanc. Je mettais du rouge, de l'orange. Puis, par la suite, je trouvais le résultat pas très raffiné. J'ai acheté des plumes, commencé à travailler avec des plumes. Là, je trouvais que je pouvais faire des choses plus intéressantes. Puis, dernièrement, depuis 3 ans, j'ai une thématique. Je dis, j'écris des paysages. Ah. J'écris des paysages, ça veut dire que mes paysages sont bâtis sur des motifs, sur des formes qui sont construites avec des lettres, des mots, des petites figurines, et puis des A, des B, des C, des D, des fois des S, 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 T, 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 T. Okay. Ça fait des motifs, puis j'arrive à faire des paysages abstraits, des constructions abstraites, tout simplement. Et je travaillais avec des photographies d'arbres, donc je me sers des ramures des arbres, ça me fait comme des constructions naturelles. Je m'inspire de ça, mais je ne suis pas réaliste, pas du tout. Et puis en ce moment, je fais plus de l'exploration intérieure, mais toujours avec l'idée de faire une sorte de forme, paysage, on peut le dire, le mot paysage, avec des lettres. OK. Mais là, tu dis, il n'y a plus beaucoup les couleurs, tout ça. Non. Mais là, une fois que tu commences à mettre admettons, l'encre sur la feuille, on s'entend, là, tu peux pas toucher à ça. Il faut que tu te serves uniquement de ta vision qui te reste. Et la Smart View. Oui, c'est vrai. J'ai mon agrandisseur, puis je grossis à 28x. OK. Puis là, je vois le bout de ma plume, je vois la lettre, puis quand je veux voir l'ensemble, je réduis à 8x, puis je remonte à 28, puis je réduis, puis je remonte. Puis ça me permet de voir l'ensemble, puis après ça, de voir le détail. Ah, quand même, hein? Ah oui. Ça fait beaucoup de manipulation de la machine, mais quand même, tu sais, ça t'arrive quand même à arriver à un résultat satisfaisant. Oui, la dernière exposition, j'ai vendu 4 œuvres. Mais comment ça se passe, admettons, la première exposition, là, comment que... Ça, c'est plus difficile. OK. Parce que quand j'ai terminé mon œuvre, ma création, mais en fait, c'est une calligraphie. Calligraphie parce que je travaille à la plume et à l'encre. Oui. Quand j'ai fini ma calligraphie, je la vois pas beaucoup. Ouais. Je vois avec ma machine. Je vois une partie. Mais l'ensemble, je vois les formes. Je vois pas le détail. Alors, à l'exposition, je me suis dit, si des gens me posent des questions, qu'est-ce que je réponds? Ouais, c'est plus compliqué. Je marchais plus avec les formes, puis j'expliquais la technique, puis je disais, regardez, là, il y a des lettres, regardez, il y a des mots. D'ailleurs, il y a un thème. Le thème, c'est la forme des glaces, l'environnement. On parle d'environnement, je ne sais pas si on va entendre les bruits qui nous entourent. À chaque fois qu'on enregistre ici, il y a du montage de table à côté. Alors, voilà, les gens regardent, puis j'explique plutôt comment je fonctionne que d'essayer de leur... D'ailleurs, je veux que les gens, quand ils regardent une œuvre, qu'ils se retrouvent, eux, devant l'œuvre, puis qu'ils disent qu'est-ce qu'ils aiment pas. C'est pas important, mon point de vue. Mon point de vue, je l'ai donné. Il est imprimé sur le papier. Alors, c'est à eux à se faire une idée, à essayer de comprendre, puis essayer de comprendre c'est pourquoi ils aiment ou ils n'aiment pas. C'est aussi important de savoir pourquoi on n'aime pas une œuvre. Ça nous renseigne sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y en a des fois qui disent qu'ils n'aiment pas? C'est pas arrivé, ils osent pas. Mais, tu
sais, peu importe c'est qui le peintre, c'est souvent les gens qui regardent la peinture qui peuvent dire ah moi ça me fait penser à ça ou Oui. ça me fait sentir ça. Ou, tu sais, c'est bien personnel. Ben, les gens ont souvent en passant une vision, ce que j'appelle anthropomorphique, à savoir qu'ils voient des personnages, ils voient des constructions que moi, j'ai jamais vues. Mais, il y a une tête, il y a des yeux, là. Puis là, je me dis, ben, tant mieux. Tant mieux, il y a des yeux, il y a une tête, mais moi, je ne l'ai pas fait comme tel. C'est ça. Eux le voient, puis, mais c'était pas nécessairement voulu. Non. OK. Non. Mais c'est quand même, c'est incroyable quand même, là. Parce que avoir eu le courage d'essayer de faire de la peinture, d'avoir fait des expositions, c'est quand même, ça demande quand même une certaine humilité, une certaine, encore là, je sais pas comment le figurer, mais tu sais, c'est quand même, il y a tellement de gens qui osent pas essayer, qui osent pas faire des choses. Je me dis que c'est vraiment merveilleux que... Ben, ça prend un peu d'audace. Puis, j'ai quand même, dans mon cursus, quelques expositions antérieures. En 1980-85, j'ai participé à des expositions, 3 ou 4, OK. de groupe, mais pas de solo. OK. J'ai eu un duo une fois à Granby, au Palais de justice. Là, on était 2 personnes, 2 peintres. On a exposé, on inaugurait une nouvelle série d'événements culturels pour Granby dans le Palais de justice. Mais sinon, c'est ce qui fait que je suis pas complètement mal à l'aise de me présenter avec des œuvres. Maintenant, aujourd'hui, ben c'est un autre défi parce que je me dis, faut pas qu'il y ait d'erreurs. Faut vraiment que ça soit parfait parce que j'en fais des erreurs. Je fais des taches d'encre. Faut que je corrige. Des fois, je déchire la feuille puis je recommence complètement. Je l'ai fait cette semaine encore. Non, la semaine passée. OK. Ouais. Faut persévérer. Encore là, est-ce que ça arrive pas des fois à des peintres qui ont leurs yeux, tu sais, qui sont insatisfaits, puis qui Oui. vont se dire « Ah, non, celle-là, Ben oui. c'est raté. » Je suis sûr que oui. Ah oui, souvent. Je l'ai lu souvent. Moi, je lis parfois des biographies, puis oui, je l'ai lu souvent. Puis il y a une toile que j'ai vue quand j'avais à peu près 25 ans. J'étais allée à New York, puis il y a les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Je la connaissais, la toile, je l'avais étudiée en histoire j'ai un diplôme en histoire de l'art. Donc, j'étais allée visiter des musées à New York et je vois cette toile pour la première fois en vrai. La toile est devant moi. La chose qui m'a le plus frappée, c'est, oui, il a fait des nez avec des hachures et tout ça, mais il avait laissé des taches sur sa toile, puis je m'étais dit, quand même, puis aussi, on a le droit d'avoir des petites imperfections. Ben oui. Ça empêche pas le rendu de la toile. Le reste d'être beau, d'apporter quelque chose quand Exact. même. Mm-hmm. Écoute, t'es la première invitée, hein, je sais pas, tu le sais sûrement, qui me parle de peinture, quand même, connaissez-vous. C'est pas rien. Et là, je voulais qu'on parle un peu voyage, parce que tu me disais que t'as voyagé, puis tu vas voyager bientôt aussi, là. Je sais que quand les gens vont l'entendre, ça va être déjà fait. Mais ça, le voyage, est-ce que pour toi, ça a été un défi un peu plus? J'allais dire un peu plus, mais depuis la perte de vision plus importante, ou si tu y trouves quand même ton compte, puis c'est pas quelque chose qui t'inquiète trop? Ben, il y a des pertes, c'est évident. J'adorais prendre des photos. La première fois que je suis allée en France, je suis revenue avec 600 photos. Ouais. Alors, depuis, j'ai dû donner ma caméra, etc. On est à l'ère numérique aussi, on a beaucoup changé parce qu'on parlait de 1981, ce voyage-là. J'ai toujours eu la passion, entre autres aussi, de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire des églises romanes, des églises gothiques. J'adorais tout ça.
Ça aussi, j'ai fait un peu mon deuil parce que je ne vois plus les détails. C'est trop visuel. C'est très, très, très visuel. Aujourd'hui, je vois encore les formes. J'utilise un télescope sur mon téléphone iPhone. J'utilise Max, qui me permet de voir certaines choses dans les édifices, un peu partout. Ça m'aide un peu à visualiser. Et moins j'ai de vision, plus je vais être à l'écoute, regarder, sentir les parois des édifices, sentir le pavé, sentir les odeurs d'un endroit, écouter les gens parler aussi, m'asseoir à un bistrot, écouter les gens parler. L'autre chose, je fais des tours organisés, comme ça j'ai au moins d'histoire. Oui, puis il y a beaucoup d'histoires là, dans les tours organisés habituellement. Oui. Puis je l'ai découvert ça, j'étais en croisière, puis on a pris des excursions partout. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment la façon de faire pour quelqu'un qui ne voit pas, de fouler le sol, mais aussi d'entendre l'histoire. Donc, utiliser ces autres sens, là. Beaucoup. Tu parlais du toucher, de l'odorat, tu sais, Oui. d'écouter peut-être beaucoup plus aussi. Oui. Puis goûter. Oui. On a eu une activité au RAM, on parlait de voyage, puis j'ai parlé de gastronomie. Mais moi, c'est pas la haute gastronomie qui m'attire, mais c'est la gastronomie régionale. Alors, si je vais dans un pays, puis que je vais lire dans un guide, tel plat, c'est un plat typique de la région, je vais essayer d'y goûter. Alors ça, c'est une façon aussi de voyager. Je me rappelle, je me rappelle pas de la ville, mais on parlait de la tarte tatin. Je savais pas ce que c'était. Oui. J'ai demandé au type, je dis, dans mon guide, il me parle de tarte tatin. Est-ce que vous pouvez me servir une tarte tatin? Ils me sont arrivés avec une tarte tatin flambée aux pommes, tout ça. Je savais pas dans quoi j'embarquais. Mais je pense que c'est ça aussi. C'est puis aussi faire des musées où on a des audioguides. J'ai fait à Bruxelles, l'automne dernier, j'ai fait le musée des instruments de musique et on avait un audioguide qui nous permettait d'entendre tous les instruments qui étaient en exposition. Ah! Il y en a 2000. Oh là là! Donc, j'ai pas écouté 2000 instruments. On n'a pas le temps. Là. Non, mais quand on était dans les instruments avant, on avait une pièce qui avait été jouée par des instruments analogues, puis c'était intéressant. Donc, encore là, peut-être de faire une petite recherche pour trouver des endroits que les audioguides qui racontent un peu l'histoire. Il y a moyen d'adapter ces voyages, puis de pouvoir quand même aller en tirer quelque chose d'intéressant, là, puis de continuer à voyager. Puis il faut aimer l'aventure un peu. Oui. Parce qu'il y a plus d'aventure quand on voit pas. Est-ce qu'il t'en vient une spontanément comme ça? Il s'agit juste d'échapper un papier ou de se sentir perdu dans un endroit. Tu dis, bon, où est-ce que je suis rendu? Faut accepter de se perdre et de se retrouver. Mais on ne sait pas toujours, puis on ne peut pas toujours bien lire les affiches et tout ça. Donc, j'ai pas d'anecdote majeure, mais il y a toujours des petites choses qui viennent nous titiller en voyage. Mm-hmm. Oui. Et faire une croisière, parce que tu as dit qu'au mot croisière. Ouais. Moi, j'aimerais ça un jour en faire une. Là. Ouais. C'est comment? Comment tu as trouvé ça? Pour un non-voyant, c'est bien intéressant. Oui. Parce que tu as toujours la même chambre. Oui. Donc, tu finis par connaître ton itinéraire sur le bateau. Bien souvent, aussi, tu finis par connaître les gens un peu plus. La salle à manger, tu vas toujours manger à peu près au même endroit. Il y a des lieux qui deviennent familiers. Exact. OK. Ensuite, sur un bateau, ça, c'est
le charme du bateau. Ça, c'est indéniable. Je veux dire, aller sur la proue, puis sentir le vent, arriver dans une ville avec le bruit il y a des bruits sur le bateau. Il y a la sirène à l'arrivée, la sirène au départ. Il y a parfois même, j'ai vu une petite fanfare qui faisait l'adieu au bateau. On les écoutait chanter avec une belle démonstration traditionnelle. Il y a des choses qui se passent sur un bateau qui sont intéressantes. OK. Est-ce que tu verrais un côté plus négatif, plus difficile, ou si c'est comme un peu aller n'importe où, puis tu sais, prendre la peine de se familiariser, puis de... Ben oui, il faut se promener. Faut pas avoir peur non plus. Ben, c'est grand un bateau, mais c'est jamais si grand que ça. C'est pas une ville. C'est ça. On peut toujours se retrouver sur un bateau. Puis il y a toujours quelqu'un pour nous aider si jamais on se perd. Puis les gens habituellement sont sympathiques. Dépendant des bateaux, il y a des clientèles qui sont plus sympathiques que d'autres. OK. Ouais, je veux pas les nommer, là, mais il y en a qui prennent toute la place, qui font beaucoup de bruit, puis qui sont pas très sympathiques. Les Chinois. Oh, sur un bateau, c'est effrayant. Ah oui? Ouais. mais c'est comme tu dis, tu sais, sur le bateau, t'as beau te perdre n'importe où, tu demeures quand même sur le bateau. C'est ça. Tu demeures... C'est pas le même genre de voyage. Quand tu descends pour faire une excursion, bon, t'as plusieurs choix. Tu peux aller à pied, tu peux aller te promener. Si on est dans la ville, les bateaux accostent parfois dans les villes, sur les quais proches des villes, on peut aller marcher, on peut avoir une navette, puis d'autres fois, on est obligé de prendre une excursion pour pouvoir, parce qu'on est à 30 kilomètres de la ville à visiter. Okay. C'est une visite qui est plus superficielle, parce que tu vas faire une journée par pays. Alors, il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas. C'est plus en surface, là. C'est Oui, plus un survol. Oui, c'est un survol. Okay. C'est un survol. Mais qui se rajoute quand même à la croisière. Ben, la croisière, c'est d'abord ça, les excursions okay. à chaque port. À chaque port. Il y a des traversées de l'Atlantique où tu peux vivre pendant 5-6 jours sur le bateau. Puis là, tu vas au spectacle le soir. Moi, j'ai jamais été à un spectacle. C'est très américain. Les spectacles, faut aimer ça. Moi, je suis pas friande de ça. OK. Mais il y a autre chose à faire, de toute façon. Oui. Ben, il y a pas mal de choses. Les casinos, si tu veux perdre ton argent, encore une fois, il faut aimer ça. Ça, c'était plus ton style? Non. J'ai dit c'était pas les spectacles. C'est parce que je les regarde arriver dans leur machine, puis avec la poignée, puis cling, je trouve pas, j'ai rien, c'est question de goût personnel. Oui. Je veux pas porter de jugement. Mais les gens qui sont sur les casinos de bateaux, c'est la même chose que sur un casino à Montréal ou ailleurs. C'est des slot machines avec tout ce que ça veut dire. Non, je préfère... écoute, Suzanne, ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on parle. Oui. Je pense qu'on va faire une petite pause. Puis parfait. Après la pause, moi, je voulais qu'on parle aussi de l'endroit où on s'était connus, c'est-à-dire le club de lecture du RAM. Oui. Parce que la lecture, j'imagine que ça devait prendre une place, ou ça doit prendre encore une place dans ta vie. Très important. Voilà. Puis moi aussi, ça fait que j'aimerais bien ça qu'on en parle un peu. Puis on va conclure l'émission après. Mais pour l'instant, on fait une petite pause. Puis... À bientôt. Oui. Restez pas trop loin. Les pauses sont pas très longues cette année. La connaissez-vous. Et on revient avec notre invitée qui est Madame Suzanne Lalumière. À notre prochaine émission. Un autre portrait d'une personne n'ayant pas de problème de vision, mais qui a une grande importance auprès de cette communauté. S'assurer que les systèmes informatiques soient fonctionnels tout en demeurant accessibles est assurément un défi de tous les jours. Et que fait un informaticien pendant ses temps libres? Benoît Ruet à notre rendez-vous du 15 mars. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Suzanne Lalumière. Puis comme je vous le disais avant la pause, j'aimerais ça qu'on parle de livres un peu parce que c'est grâce aux livres, je dirais qu'on s'est connus. Dans un club de lecture, moi, j'avais jamais participé à ça. Je savais pas trop. Je connaissais pas ça. C'est pas tous les clubs de lecture qui fonctionnent de la même façon non plus. Et
il y avait Suzanne qui était là et qui arrivait toujours avec des commentaires très pertinents. Tu sais, on voyait que elle avait bien fait ses devoirs, elle avait bien lu, elle avait bien... elle nous rapportait bien ce qu'elle avait découvert dans ses livres. Tu me disais que la lecture, c'était quelque chose de très important pour toi. Oui. Est-ce que ça a commencé jeune? Non. Parce que lire, aller jusqu'à l'âge de 40-45 ans, c'était difficile. Je comprenais pas pourquoi. C'était ma vision. Ayant une rétinite pigmentaire, lire, c'était plus fatigant. Et je me suis mis à lire de façon intensive quand j'ai eu accès aux livres sonores. OK, ben c'était ma prochaine question. Ça a été plus facile. C'est en sonore que tu es le plus à l'aise là, pour... Oh, je ne peux pas lire l'écrit comme tel. Un roman écrit en papier. Non, Okay. Ça c'est très, très difficile. Est-ce que tu lis avec l'ordinateur des fois ou non? Non, j'aime pas tellement. Je lis avec le stream, avec le MP3. Vraiment lu audio là, par un lecteur. Oui. OK. Et je suis abonnée à 4 bibliothèques. Ah, là, OK. La SQLA, Société québécoise du livre adapté. Ouais. L'INCA. Ouais. Le CAIB. La bibliothèque sonore romande en Suisse. Okay. Et la bibliothèque française EOL. Ah, OK. Donc, c'est toutes des bibliothèques qui ressemblent un peu à ce qu'on a ici? Ça ressemble, ce sont tous des enregistrements en format DAISY. OK. Et qu'on peut transférer par ordinateur. Alors, c'est très simple d'utilisation. Je ne fais pas venir de livres des pays étrangers, pas plus que je les fais venir d'ici. Je les enregistre et puis j'ai accès aussi à une plus grande quantité de livres, un plus grand choix de livres. OK. Et c'est quoi tes styles de livres? Parce que j'imagine que tu n'en as pas seulement qu'un, là. Est-ce que tu... Moi, j'en ai plusieurs. Pour la détente, j'aime bien des livres policiers, mais légers. J'aime pas le policier américain avec beaucoup de tueries, tout ça. Ça, j'ai jamais aimé ça. Okay. J'aime pas le sang comme tel, mais j'aime les intrigues qui tournent autour d'une bonne enquête policière. Et habituellement, j'aime beaucoup les enquêtes européennes. Ça, j'aime beaucoup parce que bien souvent, s'y mêle la culture d'un pays, le paysage, les manières de vivre et de faire. OK, ils vont comme inclure des éléments oui. un peu culturels. Oui. Oui? Oui. Ah, alors ça, c'est ce que j'aime. Pour la détente, je lis aussi des biographies en art. Je lis aussi des livres de la grande littérature. Ça m'arrive, mais moins maintenant, mais ça m'arrive encore. Je lis sur des sujets qui me passionnent par rapport à ma peinture. Je lis sur l'environnement, des excursions dans le Grand Nord, des choses comme ça, parce que bien souvent dans ma peinture, je vais mettre des mots comme la fonte des neiges, la civilisation, les peuplades, les déplacements. Et ça m'habite et ça vient même structurer mes peintures. Donc, je vais lire sur ce sujet. Et puis, l'autre dada auquel je reviens toujours, je lis beaucoup sur la philosophie bouddhiste. Ah oui, OK. Oui. C'est que là, en étant abonné à toutes ces bibliothèques, tu peux trouver différents ouvrages de différents auteurs. Puis, oui. C'est pas trop compliqué de vérifier ce qu'ils ont comme... Ben, c'est surtout que je passe de l'un à l'autre, puis des fois je pars avec un auteur, puis j'ai envie de lire d'autres livres de ce bonhomme-là. Parce que ce que j'aime aussi, c'est lire plusieurs livres du même auteur. Mm-hmm. Ça nous permet un survol, d'avoir une vue complète de son travail. Puis bien souvent, mais qu'est-ce que tu veux, c'est limité. On enregistre 1, 2, 3 livres par auteur, par bibliothèque. Puis aujourd'hui, heureusement, il y a des échanges qui se font entre les bibliothèques. Donc, on peut avoir aussi des livres qui viennent même de la Belgique. Donc, si je vais dans une autre bibliothèque, ben là, je peux trouver d'autres livres du même auteur qui n'ont pas été enregistrés au Canada, mais qui ont été enregistrés en Suisse ou en France.
Donc, en mettant tout en commun, les ressources de tout le monde, ça, Ouais. comme tu le disais tantôt, ça donne un plus grand catalogue là, Ouais. de Ouais. livres et d'auteurs. Et de... Ouais. Donc, j'ai lu Le Gardinier dernièrement. Ben, Le Gardinier, je l'ai trouvé d'abord en France. J'en ai trouvé deux au Canada. Puis, c'est de l'intrigue avec beaucoup d'humour. J'aime bien. Ah, OK. Ouais. Intrigue et humour. Oui, oui. Puis parfois même des recettes, pas toujours, là, mais des fois on a même, j'ai déjà lu des romans policiers où on nous donnait même des recettes. Ben, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est divertissant. Puis, ben comme j'ai dit, pour ce qui est du policier, pour moi c'est du divertissement. Les autres livres, ben c'est plus sérieux. Oui, OK. Ça, tu passes quand même pas mal de temps à lire avec le stream, il est tellement pratique en plus, hein, on peut l'avoir. Oui, puis avec depuis soi. qu'il est Wi-Fi, Oui. quand je fais souvent des recherches sur Wikipédia, mais je les fais directement avec mon stream. Ben oui. Alors, je lis, je comprends, il y a un mot que je comprends pas, simplement je permute, puis je m'en vais sur mon stream, sur le Wi-Fi, puis je vais chercher sur Wikipédia la signification du mot, où se passe l'intrigue, telle ville, telle région, puis je vais lire, je complète, c'est comme si j'avais à la portée de la main une encyclopédie. C'est ça, à mesure que tu peux trouver de l'information, que Ouais. tu peux trouver, que tu as une interrogation, tu peux trouver la réponse. Oui, puis quand on prépare un voyage aussi, c'est pas mal intéressant. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vraiment merveilleux. Puis juste pendant la pause, on parlait d'animaux aussi. T'as des chiens, t'adores les chiens. C'est un autre, c'est un autre beau, c'est une autre belle présence, la présence animale dans sa vie. Oui, 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 mais surtout quand on a un chien qui est très affectueux, ce que j'aime, c'est le prendre puis juste le caresser. Puis comme j'ai deux chiens petits, dont une qui est une épagnole japonaise qui pèse 8 livres et puis qui est extrêmement affectueuse, ben on peut jouer, on peut le prendre, on peut le caresser, puis ça fait une présence. Ouais. Écoute, ça a été vraiment une très belle entrevue, je crois. Tu nous as amené des points. C'est sûr, en tout cas, peinture, là, je mets au défi une autre personne avec un problème de vision à venir nous en parler, parce que c'est quand même assez rare. Et puis, je pense que ça peut ouvrir l'imaginaire. Je pense que ça peut peut-être inciter des gens, des fois, à se lancer dans des projets, des choses auxquelles ils ont déjà pensé et qu'ils n'ont jamais osé faire. En tout cas, Ben, la créativité, ça peut servir tout le monde. Et ça prend plusieurs formes aussi. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être la peinture, ça peut être d'écrire quelques mots sur le bout de la table, mais se donner le temps de se connecter à soi, puis de faire, de poser un geste créatif, quel qu'il soit. Et là, je te laisse aller parce que là, toi, on n'en a pas parlé, mais tu es sur le conseil d'administration du RAM. Je sais qu'on a mentionné le RAM tantôt. Ben, je pense que tu l'as peut-être dit, ou tu l'as peut-être pas dit au micro. On vient de le dire. On vient de le dire. Puis tu t'occupes des chiffres en plus, c'est ça, tu es trésorière? Oui. Oui, ça fait que c'est une autre belle occupation. C'est important. Et des gens, pour faire partie des conseils d'administration, ça pleut pas quand même, hein? Des bonnes personnes, des personnes qui ont le goût de s'impliquer. Puis les chiffres, ben faut pas laisser ça à la légère, hein? Faut toujours... Je pense que pour les non-voyants, le bénévolat, c'est une façon de sortir de son monde. C'est très important de ne pas s'isoler. Et si on va vers un organisme, ben il y a le bénévolat, puis il y a les activités, comme tel au RAM, on offre les activités, mais quelqu'un qui veut aller encore un peu plus loin, puis donner de lui-même à l'organisme, ben ça peut être intéressant. Puis c'est une autre belle porte là, qui peut amener oui. à plusieurs autres endroits, peut-être même pas penser encore dans votre tête. Là, on ne sait pas. Mm. Donc, je te remercie beaucoup, Suzanne. Ça a été vraiment très agréable. Ça m'a fait plaisir. Je te remercie de m'avoir invité et d'avoir été si persévérant. Ben, je suis content que tu le dises parce que d'un coup, qu'il y en a d'autres qui t'entendraient et qui diraient, ben, moi aussi, je vais accepter.
Ça va faire durer le projet encore plus longtemps, puis moi, je ne demande pas mieux. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci aux gens à la maison. Continuez de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.